Et c'est le deuxième épisode de Blobcast et on va enfin attaquer mon sujet préféré, les blobs. C'est pour ça que d'ailleurs que ça s'appelle Blobcast, parce que je trouve ça absolument passionnant et personne n'a vraiment compris ce que c'est et pourquoi c'est vraiment intéressant. Donc là on va vraiment prendre au moins 20 minutes pour tout expliquer. Déjà de base, pourquoi un L2 de base, c'est vrai qu'Ethereum était parti sur du sharding, mais comme j'ai expliqué, le consensus est surchargé sur du sharding. C'est trop dangereux pour le consensus et pour la sécurité du réseau. Et du coup, ils ont choisi de partir sur une technologie L2. Alors, c'est pas vraiment eux qui choisissent, c'est permissionless quand même. Donc, c'est plutôt les L2 qui se sont construites au-dessus, d'abord Optimism, puis Arbitrum. En fait, le principe, il est simple. Tu as un séquenceur qui va être optimiste. Pour le moment, il va être optimiste. Et qui va regrouper toutes les transactions sur le layer 2, qui est une blockchain à part, c'est une blockchain sur une blockchain, qui va toutes les regrouper ensemble et en faire un résultat et l'envoyer sur le L1. Un petit peu comme un ticket de caisse. Voilà. Tu as toutes tes courses, sont toutes envoyées sur un ticket de caisse, le ticket de caisse est envoyé sur le L1 et c'est enregistré là-bas. Vérifié et enregistré. Et du coup, forcément, tu gagnes énormément de frais et de rapidité, parce que de toute façon, la rapidité dépend du séquenceur et plus du layer 1. Tout est indépendant, il n'y a que la finalité qui finit sur le L1. Là, on voit une très très bonne... Ah oui, du coup, je ne vous ai pas montré. Tac. Alors, désolé pour les gens qui m'écoutent et qui ne voient pas l'écran. Je vais essayer de décrire au mieux, en tout cas. Là, on voit à peu près comment ça se passe, mais c'est pas très parlant pour les gens qui ont un peu du mal avec ce genre de schéma. Il y a un truc qui est assez parlant, c'est ça. À gauche, on voit comment Ethereum marche. Donc là, il y a la file d'attente, la même pool comme on l'appelle, et il fait rentrer petit à petit. Là, tout le monde rentre et dépose sa transaction. La personne là, qui est le séquenceur, passe là-bas, elle atterrit là, et elle passe chez Ethereum. Parce que de base, les transactions des layers 2 finissaient finissaient dans les blocs. En fait, c'était un peu du bricolage, ils finissaient dans les blocs directement, il n'y avait pas encore les blobs. Mais je commence par là, justement. Donc en fait, on regroupe toutes les transactions ensemble, on envoie le résultat chez Ethereum, et du coup, forcément, on divise énormément les frais, on va beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça les layers 2, et c'est pour ça que c'est intéressant pour Ethereum. Parce que Ethereum ne perd pas du tout en sécurité, elle ne surcharge pas du tout le consensus, absolument pas. Tout dépend des L2 qui vont, elles, utiliser Ethereum comme sécurité. Et ça, c'est génial parce que ça permet de garder à la fois la sécurité, la décentralisation, tout en étant scalable, en tout cas sur les L2. Donc ça résout pas le triangle de scalabilité, mais en partie. Petit changement, en fait, comme avant, c'était du bricolage sur les blocs. Et d'ailleurs, il prenait beaucoup d'espace de blocs. On le voit ici, avant les frais sur Ethereum étaient énormes à cause de ça, parce que les layers 2 prenaient trop de blocs. Ils ont décidé de mettre en place la mise à jour d'Encun, le IP 4844, qui est pour moi le IP le plus important de ces dernières années. Il a absolument tout changé. Et c'est la première fois que Ethereum fait vraiment un pas vers les rollups, en disant « Ok, j'arrête de vous donner mes blocs pour que vous mettiez votre DA, votre Data Availability, c'est-à-dire votre disponibilité des données. Je vais mettre en place un marché à part qui s'appelle les blobs, qui sera beaucoup moins cher. » En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, maintenant, les layers 2 ne postent plus la disponibilité des données. Je veux dire, la donnée sera plus simple, j'expliquerai après ce que c'est la DA, dans le bloc, mais sur des blobs qui ont leur propre marché. Ils ont leur propre marché de fees. Les fees sur Ethereum et les fees sur les L2 sont dissociés maintenant. Il n'y a plus aucun lien. C'est pas parce que sur le L1, il y a beaucoup d'activités que ça va faire monter les frais sur le L2, sur les L2, et inversement. Ce qui est absolument génial, je trouve. Pour le moment, on n'a que 6 blobs. Mais ils ne valent pas tous exactement pareil. C'est-à-dire que les 3 premiers blobs sont quasiment gratuits. Enfin, ils sont vraiment pas chers. Et à partir du moment où on dépasse la limite des 3, ça devient extrêmement cher. Extrêmement cher. Ça devient beaucoup plus cher. On reste très loin du L1, des frais du L1. Et cet EIP, il a absolument tout changé. Ici, si on regarde... Alors ici, on est sur GrowThePie, qui est un très bon site que je vous recommande. Si on va là, on va sur le Rent Pay to L1. Donc en fait, le loyer que payent les L2 au L1, finalement. Voilà, c'est assez dingue. Alors, je dois être devant, là. Ouais, c'est ça. Tac.
Alors, pour ceux qui m'écoutent, c'est assez compliqué d'expliquer, mais en clair, on a eu un pic en décembre 2023 avec 280 Ethereum, juste pour l'INEA, Arbitrum 189. On a eu des 750. Voilà, on était à quasiment 1000 d'Ethereum de loyer payé à Ethereum. Et depuis la mise à jour qui était du coup en mars, à peu près par là, c'est juste hallucinant comme le loyer a baissé. En fait, les L2 ne payent quasiment plus rien à Ethereum. Et c'est le but. Ethereum n'a pas fait ça pour se saboter ou je sais pas pour que les L2 marchent, mais pas le L1. Il y a eu tout un FUD récemment à cause de ça, parce que Ethereum du coup est redevenu inflationniste. Mais le but, ça s'appelle une stratégie de loss leader, c'est-à-dire que tu vas baisser énormément tes prix pour créer une incentive au layer 2 d'aller te greffer chez toi. Et en fait, ce que tu veux, c'est qu'il y en ait énormément, de plus en plus. Et c'est juste cette agrégation de layer 2 qui va prendre des petites parts petit à petit, qui va faire qu'à la fin, tu es rentable. Mais au début, tu ne seras pas rentable. Une stratégie de loss leader n'est jamais rentable au début. Ça n'a aucun sens, sinon ça ne marcherait pas comme ça. Parce que si Ethereum voulait être rentable maintenant, il pourrait. Il a juste à changer une donnée dans sa blockchain, et ce serait fait. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'elle se saboterait, surtout face à un Celestia qui est pas cher. Elle veut vraiment proposer des blobs pas chers, de la DA pas chère, pour attirer le plus de L2 possible. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on voit. On a vu que du coup, maintenant, les Layer 2 ne payent quasiment plus rien. Et ce qui a énormément attiré des Layer 2. Là, alors pareil, pour les gens qui me suivent sur Spotify, je suis désolé. Là, on voit, alors tac, si on va sur Mars, chaque couleur représente une Layer 2. Ça, j'adore ce schéma. Chaque couleur représente une layer 2. Là, c'était en mars, donc c'était au tout début de la mise à jour d'Encode, donc le IP4844. On peut voir qu'il y avait 4-5 blockchains tout au plus. Et en fait, depuis, ça a été une explosion de L2. Mais vraiment une explosion. On en voit absolument partout. Et là, on n'arrive même plus à distinguer les couleurs, tellement il y en a. J'arrive même pas à afficher la liste. Voilà, il faut que je me mette, même là, ça ne s'affiche pas. Pour ceux qui me suivent sur Spotify, c'est juste qu'on voit qu'il y a énormément de L2 qui se sont créés parce que cette stratégie a payé, parce que les L2 se sont dit, bah en fait, let's go, je paye rien sur le L1, je gagne plein d'argent grâce au séquenceur, let's go. Voilà. Petit, du coup, en fait, depuis les blobs, donc c'était par ici, on voit que les frais sur Ethereum ont du coup beaucoup descendu, ce qui a permis de décharger un peu Ethereum de tous ces frais. C'est pour ça qu'on a un Ethereum qui n'est pas si cher que ça finalement. Ça c'est très bien je trouve. Tac. Je voulais revenir sur la sécurité des Layer 2. C'est vraiment c'est vraiment le gros débat. Hein. La sécurité sur les Layer 2, tout le monde pense que ce sont des vampires qui veulent votre argent. Déjà, on va parler des stages. Des stages qui sont du coup une façon de représenter la sécurité sur les Layer 2 qui a été apportée par L2Bit, un très bon site que je vous recommande. Et il y a 3 stages. Il y a le stage 0. Le stage 0, c'est le séquenceur, il est juste là. Il a le contrôle total. Tout ce qu'on a, c'est un framework open source pour recréer la L2. Parce que comme la donnée est sur Ethereum et qu'elle y reste pendant 18 jours, si jamais il y a un problème, on peut toujours recréer la L2. Il suffit juste d'avoir la donnée disponible, la DA. Donc, à partir du moment où on a le framework, au pire des cas, on peut toujours aller recréer la L2. Mais ça n'empêche pas la L2, par contre, d'attaquer les utilisateurs ou de les arnaquer, faire passer des transactions qui ne devraient pas, parce que ça reste optimistique. Ça veut dire qu'on part du principe que les transactions sont valides. On va tendre vers le ZK, il y a déjà Starknet, il y a déjà ZK-Sync, où là, les preuves sont mathématiques, et du coup, on a 100% confiance. Là, non, on ne peut pas, parce qu'il faut avoir une preuve. Il faut envoyer une preuve qu'une transaction optimistique est passée alors qu'elle ne le devrait pas, pour qu'elle soit slash, voilà. Et au stage 0, il n'y a pas ça. Ça veut dire que vraiment, c'est optimiste jusqu'au bout. Il peut y avoir des transactions non valides qui passent. Donc ça, c'est vraiment pas ouf, le stage 0. Le stage 1, du coup, il y a un système de preuve. Un système de preuve qui est encore permissionné, c'est-à-dire que les acteurs, il n'y a que quelques acteurs qui peuvent faire des preuves de fraude, on appelle ça. Et ça permet du coup de slash le séquenceur. Donc ça, c'est déjà mieux parce que si jamais le séquenceur ment ou qu'il abuse de son pouvoir, on peut le slasher. Mais ça reste permissionné, donc c'est pas tout le monde qui peut le faire.
Et dans le stage 2, du coup, on est vraiment sur du permissionless. Du coup, oui, on peut se lâcher, n'importe qui peut se lâcher le séquenceur. Et en plus de ça, il y a vraiment on peut vraiment exit la layer 2 de façon sécure. On peut sortir de la layer 2 de façon sécure. Il y a les mécanismes, tout ça, et puis tout est fait sur des smart contracts, donc personne n'a vraiment le pouvoir sur la layer 2. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est en stage 2, il y en a que 2. Il y a D-Gate, et puis Fuel aussi. Sinon, la plupart sont en stage 0, et il y en a quelques-uns qui sont en stage 1. Alors encore une fois, tout le monde dit c'est les méchants, c'est les teams, elles veulent pas de décentralisation, elles veulent tout l'argent. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Déjà, la plupart des layer 2, en dehors de quelques cas spéciaux, comme Base, leurs revenus sont redirigés à la fondation. À la fondation qui est dirigée par la DAO. Donc en fait, il n'y a pas d'incentive à arnaquer les gens, il n'y a pas d'incentive à choper tous les fils de séquenceurs et les garder pour soi. La team de OPI ou de Arbitrum ne touche rien des séquenceurs, des fils de séquenceurs. Ils sont juste payés par la DAO. Et si tout le monde commence en stage 0, c'est pour plein de raisons. Ça me paraît évident, mais il faut quand même que je le dise, parce que j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à concevoir ça. Tu peux pas lancer un séquenceur sur une nouvelle technologie et te dire « let's go, on part en full décentralisé, full smart contract, permissionless ». Non, tu peux pas. Déjà, par sécurité, tu es obligé d'avoir accès à ton séquenceur pour protéger les users de la MIV ou juste de bugs, tout simplement. Tu es obligé. Enfin, tu n'es pas obligé, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, c'est pour aller beaucoup plus vite, pour avancer, pour le faire progresser, comme Base, par exemple, qui fait énormément progresser son séquenceur. Le séquenceur, du coup, c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais c'est le petit gars qu'on voit là. C'est celui qui condense toutes les transactions et les envoie au LA. Donc, tac. Donc c'est normal qu'ils commencent au stage 0. C'est vraiment un truc qu'il faut accepter. En fait, ils vont monter petit à petit en stage. En tout cas, ceux qui ont une belle vision. Et à partir du moment où ils rentrent au moins dans le stage 1, au mieux dans le stage 2, on a quand même les garanties de pouvoir sortir en cas de problème. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un L2. Le but, c'est que ce soit pas une sidechain et que tu prends tous les risques qui vont avec. Là, on est quand même vérifié et on a la DA sur le L1 parce que ce sont des roll-ups qui utilisent les blobs. Et du coup, on a toujours le moyen de s'échapper en disant bah non, là, la L2 elle m'a arnaqué. Regardez la DA qu'il y a sur les blobs. Moi, j'ai cet argent, j'ai pas ça. C'est une possibilité à tout moment, au moins dans un stage 1. Voilà, donc ça au moins c'est fait. Les L2 c'est pas trop sécure, mais c'est pas non plus l'horreur et ça va être de mieux en mieux. Petite chose, toutes les L2 ne sont pas des roll-up. Voilà, c'est-à-dire que il y a des L2 qui sont des validium, on appelle ça des validium. Ce sont des L2 qui postent leur DA, leur data availability, donc leur disponibilité des données, sur Celestia. Parce que ça leur permet d'avoir des frais beaucoup moins chers et d'avoir beaucoup plus de bandes passantes. Ok. Par contre, du coup, elles n'ont pas la sécurité du L1. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut compter sur Celestia. Celestia qui n'est pas le L1, et donc ça reste... c'est off-chain en fait. C'est off-chain de Ethereum. C'est pas parce que quand on dit off-chain, ça ne veut pas dire que c'est en dehors d'une blockchain. C'est-à-dire que c'est en dehors de la blockchain mère. Voilà. Donc Celestia, pas trop de sécurité, beaucoup de rapidité. C'est pour ça que MegaETH, par exemple, utilise Celestia. Parce que Celestia ou Eigen, je sais plus. Mais une solution autre que les blobs. Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir beaucoup moins de frais, malgré que depuis le IP, bah en fait, Ethereum se porte très très bien. Là, on a quand même vu effectivement Celestia beaucoup monter depuis avril. Mais là, récemment, on a enfin des L2 qui sortent sur Ethereum. Déjà, Ethereum a beaucoup monté aussi. Hein. Quand je dis Ethereum, c'est les blobs, évidemment. Et là, on revoit une montée. Et actuellement, là, les blobs sur Ethereum surperfent les blocs sur Celestia. Parce que, ça c'est un truc que je vois aussi souvent sur Twitter, Celestia n'a pas grand chose à proposer de plus que Ethereum. Alors oui, c'est moins cher, oui, ça va plus vite, mais déjà, tu n'as pas la sécurité du L1. De deux, le coût n'est pas tant différent que ça, parce que Ethereum aujourd'hui est vraiment pas cher, c'est pour ça qu'il a baissé autant ses prix. Et puis, en plus, si tu as ta DA sur Ethereum, tu t'offres un futur où il y a beaucoup d'interopérabilité, parce que comme la DA est au même endroit, on peut toujours faire des bridges assez simples et seamless, très facile à utiliser et pas cher.
que quand tu as ta DA sur Celestia, c'est beaucoup plus complexe de faire de la composabilité, comme on dit. Donc il y a vraiment une vraie incentive à aller sur les blobs. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Il y a une vraie incentive. C'est pas tout le monde va aller sur Celestia, tout le monde va aller sur Eigen parce que c'est pas cher. Non, il y a une incentive à rester sur Ethereum. Voilà. Après, même les L2 qui utilisent Celestia participent quand même à Ethereum parce qu'ils se font vérifier. Même si ça représente que 10% ou 20% du bloc, il y a quand même une vérification de Ethereum. Et on peut se poser la question, on verra quand MegaETH sera live, si MegaETH fait 10 fois plus de transactions que Base par exemple, est-ce qu'il ne va pas participer autant que Base? Et ça c'est vraiment intéressant parce que peut-être que même s'il poste sa DA ailleurs, le fait qu'il demande autant de vérification du L1, peut-être qu'il va participer quand même énormément au fees et donc au burn, etc. etc. Voilà, donc à partir de 3, ça commence à être cher sur les blobs et on a vu récemment que, alors ça c'était en mars du coup, et on a vu qu'il y avait des gens qui avaient un peu abusé avec les airdrops et tout ça, et les fees, alors ça c'est le, pardon j'explique surtout pour les gens qui m'écoutent sur Spotify, je vais peut-être remonter, tac, ça c'est le nombre de blobs sur Ethereum, donc là on en a 6 et on a une limite à 3, c'est-à-dire qu'à partir de 3 ça commence à être cher, on commence vraiment à burn. Il y a vraiment un burning d'ailleurs sur les blobs, les gens ne le savent pas, mais il y a un burning sur les blobs. Du coup, là, depuis mars, en fait, on a une augmentation énorme à cause des airdrops, et puis surtout parce que les gens se sont rendus compte que on est passé de 1 $ de frais sur les L2, pour les pas chers, hein, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était 1, 2, 3 $ des fois, à des fois 0,005 centimes. Donc, dollars, pardon. Donc c'est vraiment rien, on a vraiment divisé les frais par x100 ou x200, c'était hallucinant. Et du coup il y a eu un peu un abus, et il y a eu un gros FUD récemment à cause de ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les L2, comme ils payent beaucoup plus cher là, ils ont tendance à reporter les transactions à plus tard. Et du coup il y a énormément de FUD en mode ils vont jamais participer aux frais sur Ethereum, tout ce qu'ils veulent c'est avoir le maximum d'argent. Alors déjà, s'ils font ça, c'est souvent pour les users, parce que au final, les frais qui sont payés par... quand ça monte au-dessus, c'est les users qui vont payer la différence, hein, c'est pas le séquenceur. Le séquenceur, de toute façon, il a une marge, et une marge qui est normalement contrôlée, j'en reparlerai après. Donc en fait, là, oui, c'est vrai qu'ils sont repoussés, et on n'est jamais passé au-dessus de 3, donc on n'a jamais vraiment burn. Encore une fois, c'est très probablement pour les users qu'ils ont fait ça, à part peut-être pour Base, parce que Base récupère vraiment l'argent, donc peut-être qu'ils ont fait ça pour leur gueule. Mais la plupart des L2 font ça pour les users. Arbitrum, par exemple, a un système très très smart pour poster au bon moment, et ils font ça pour les users. Tac. Et en fait, déjà moi à l'époque, quand il y a eu ce FUD, j'ai dit ok, ils ont pu reporter parce que c'était un pic à un moment donné. Et j'ai pas arrêté de dire, dans un marché organique de demande de blobs, ça ne pourra pas arriver. Parce que tu peux pas reporter à l'infini en fait. Là je l'avais ici. Voilà, ici on a l'inclusion, le temps d'inclusion en moyenne chez tous les L2. Donc par exemple, chez Arbitrum, on a 1 minute, chez Base, on a 1 minute, au Pi, on a 4 minutes. Au max, on a 19 heures pour l'IA, qui a mis 19 heures à poster sur le L1. Mais en général, ça essaie entre l'heure, 2 heures max, 20 minutes. Ils vont pas reporter autant de temps. Et même des blocs, des L2 comme Optimism et la Superchain obligent les L2 sous la Superchain à poster dans les 12 heures. Donc il y a une vraie pression à poster au moins dans ce temps-là, parce que quand tu reportes, quand même, il y a un risque inhérent quand même. Mais tout ça, ce sont des données publiques, et évidemment, si quelqu'un abuse du bail, on peut toujours lui tomber dessus. Mais encore une fois, pour l'instant, tout le monde se comporte très bien. Et récemment, effectivement, ils ont encore reporté, là on le voit. Sauf que il y a un moment où tu es obligé de passer au-dessus. Là, ils sont passés au-dessus. Là, ils sont passés au-dessus parce que tu peux pas reporter indéfiniment. Sinon, tout le monde va te tomber dessus. Et là, du coup, ils ont dû burn. Ils ont dû payer plus cher. Alors, c'est que le début, hein, c'est pas grand-chose. Mais c'est intéressant de voir que dans un marché organique, ce genre d'événement ne peut pas arriver. Et là, on commence à saturer en bloc. Alors oui, on en a 6. Mais on veut pas trop dépasser cette limite. La technique de Ethereum, ça va être là de déplacer la target, ce qu'on appelle, c'est ça, la target de 3, à 4. Voilà, juste offrir un peu plus de marge au layer 2 pour choper du blobs pas cher. Une fois que ça se sera fait, et qu'il va encore avoir, de toute façon,
plus on crée de l'offre, plus il y aura de la demande. C'est un principe très simple. Créer de l'offre, tu auras de la demande. Et quand on arrivera à 4, eh ben, on va créer des blobs. Sur la roadmap d'Ethereum, alors je ferai tout un épisode sur la roadmap d'Ethereum parce que c'est un sujet hallucinant, ça va me prendre 1 heure, mais c'est pas grave. Quand on arrivera à 4, on va certainement créer des blobs. On va créer 8 blobs. Puis on va mettre du coup la target à 4, après on va la monter à 5, puis on va créer 10 blobs, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'on va essayer de garder les frais le plus bas possible pour continuer de garder cette stratégie de loss leader. Stratégie de oui, on vend à perte, mais en même temps on attire énormément de demandes. Et on peut faire ça jusqu'à, alors sur la roadmap ils disent 128, on peut faire 256, il n'y a aucun problème. Il faut voir aussi avec le L1 évidemment. Mais c'est ça la stratégie. Donc évidemment, on ne va pas burn. Le but, c'est pas de burn maintenant. Le but, c'est d'accumuler le plus de L2 possible pour pouvoir à la fin avoir énormément de revenus. Et ça, c'est vraiment une exponentielle. Là, moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est... il était où? Je l'avais posté sur X à un moment. Tac, tac, tac. Voilà, ici. Ici, on voit, par exemple, en mars, le nombre de L2 qu'il y avait. J'ai posté ça. Alors, pour ceux qui regardent sur Spotify, désolé, il y a environ 7-8 L2, peut-être 10 grand max. Et voilà. Et là, on voit... là, ça s'affiche pas. Ouais, c'est compliqué à afficher. Bon, bah, voilà. Il y en a trop. Il y en a trop. Et en fait, ça, c'est une réussite. Ça, c'est vraiment la réussite d'Ethereum. C'est d'avoir attiré énormément de L2. Et du coup, elle commence à se battre. C'est pour ça, d'ailleurs, que, et on le voit très bien ici, qu'on dépasse la limite. C'est parce qu'il y a toujours une L2 qui va prendre 0,5, 0,3%. Et quand tu accumules ça, bah forcément, tu as de moins en moins d'offres, trop de demandes. Et ça, c'est excellent. C'est vraiment ce qu'on cherchait. Et pour le moment, la roadmap d'Ethereum est... c'est parfaitement comporté. On ne pouvait pas attendre mieux, en fait. C'est pour ça que le FUD a aucun sens. C'est parce qu'on n'aurait pas pu avoir mieux que ce qui se passe actuellement. Parce que des L2, il y en a qui arrivent toutes les semaines. Alors après, il y a la fragmentation, tout ça. Je vais faire des épisodes là-dessus parce que pareil, les gens ne comprennent pas. C'est le but d'Ethereum d'avoir plein de L2. Il faut arrêter avec le oignon, encore une L2, encore une millionième L2. C'est le but. Le but, c'est de créer l'Internet, c'est d'être la L1 socle avec des milliers de L2 par-dessus, et on va défragmenter tout ça. Pour le moment, il y a de la fragmentation sur l'égalité, mais ça, c'est temporaire. Faut voir un peu plus loin que ce qui se passe actuellement, parce que, encore une fois, le IP 4844, ça a quoi 8-9 mois On est au tout début, en fait, de cette roadmap. Bien sûr que ça va être défragmenté. Déjà, l'optimisme, la super chain d'optimisme qui a 40 L2, d'ici mi-2025, ce sera tout sur la même liquidité. Donc il n'y aura plus cette fragmentation des liquidités. Je vous laisse imaginer ce que ça va donner, ça va être fou, mais je ferai un épisode entier là-dessus parce que c'est dingo. Toutes les charts sont bullish sur les L2, absolument toutes. Je vais vous montrer là en live. Tac, on va dans Fundamentals, c'est vraiment pour moi le meilleur site celui-là. Là, on a Active Address, donc tous les comptes qui sont sur les Layer 2. Tu mets maximum, tu mets stack. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les Layer 2 en plus dessus, mais vas-y, on va pas compter ça, voilà, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça en réalité. Tac, on est déjà en ATH sur le nombre d'Active Address. On va sur Transaction Count, donc le nombre de transactions, pardon, et on est quasiment en ATH déjà. On va sur Throughput. Donc ça c'est le... Alors le throughput c'est la vitesse, le nombre de transactions qui sont process en même temps. Voilà, pareil, c'est extrêmement bullish. Hein. Et là c'est pas vieux, hein. Nous on était en début d'année, on était par là. Donc pour le moment on n'a pas à se plaindre, la roadmap Ethereum fait sens, il faut juste être patient. Il y a plein de layers 2 qui arrivent, il y a plein de technologies qui arrivent pour créer, pour défragmenter la liquidité. Et pour l'instant, c'est extrêmement bullish. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui. Je vérifie juste si j'ai fait le tour. Tac, tac. Ouais, c'est bon. Il y a un site qui s'appelle Ethereum Blob Simulator. Alors, j'essaierai de mettre le lien en description. Où on peut justement un peu checker combien est-ce qu'il faudrait de roll-up et de TPS pour revenir sur du burning. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis là. Ça fait, en fait, depuis la mise à jour d'Encun,
on recrée de la supply. Alors, je le dis encore une fois, mais Ethereum, c'était le seul à être rentable. C'était le seul à burn plus par rapport à ce qu'il crée de monnaie. Mais on lui est tombé dessus parce que là, il est redevenu inflationniste, alors qu'il était déflationniste pendant un long moment. Si on se met là, on va mettre 1 an. Oh bon, il y a 2 ans. Voilà, depuis The Merge, on a énormément baissé en supply, c'était génial. Et là, on est remonté parce qu'il y a eu Denkun. Donc parce que les L2 sont sur un marché à part, qui en plus est très peu cher. Voilà. Mais aujourd'hui, on crée, alors c'est pas marqué ici, mais c'est 2600 Ethereum par jour. Donc on peut chercher, par exemple, combien est-ce qu'il nous faudrait de roll-up et de TPS et de blobs pour burn 2600 Ethereum. Et là, alors j'ai un peu trafiqué comme ça pour tester. On aurait besoin juste de 50 roll-up qui font en moyenne 25 TPS, ce qui est très peu. Hein. Starknet récemment a fait 850 TPS. Ça, c'est une moyenne 25. Il faut quand même que les 50 fassent 25. Hein. C'est voilà. Enfin, en moyenne. Avec du coup 16 blobs. 16 blobs. Enfin, pardon. 32 blobs et une target de 16 blobs. Donc une target comme d'hab au milieu. Et là, on burn, voilà, on est à break-even sur la supply, c'est-à-dire qu'on burn autant qu'il y a de la nouvelle supply, et en plus, ça compte pas le L1, donc toutes les transactions du L1 vont du coup burn. Et c'est pas énorme, hein. Vraiment, c'est pas énorme. C'est pas le futur d'Ethereum, mais le futur d'Ethereum, c'est 1000 roll-up. Ces 1000 roll-up, c'est des TPS de zinzin, parce que des nouvelles techs avec le ZK et tout ça, ça va aller beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus de blobs. Alors là, j'ai mis beaucoup de blobs exprès, parce que c'est ça qui crée la rareté. Si je descends les blobs, bah voilà, le burning c'est ça. Mais comme vous le voyez, plus je mets de blobs, parce que là ça faisait des transactions encore pas très chères. J'étais à 14, ça faisait même pas 1 centime de transaction. Moins je mets de blobs, et plus c'est cher. Parce que forcément, l'espace de blobs est plus rare. C'est logique. Et là, on burn beaucoup trop là. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que ça reste pas cher le plus longtemps possible, jusqu'aux 128 blobs. Ça va prendre du temps, il faudra être patient, mais c'est la vision long terme d'Ethereum et que je trouve absolument respectable. Parce que ça permet, il y a plein de trucs que les L2 permettent, ça permet de créer de l'innovation partout. Parce que tu vas déployer des teams de partout qui vont chercher à faire le mieux possible, à être le plus rentable possible, à faire le plus de transactions possible et à attirer le plus de monde, comme Base qui a été un parfait exemple, sans que ça touche Ethereum. En plus, Base, pour le coup, est centralisé de fou. C'est-à-dire que tu peux rencontrer Jesse Pollack, qui est à la tête de Base, et déployer ta DApp avec son aide et tout ça. Ce qui n'est pas possible avec Ethereum. Donc ça permet de garder le L1 très décentralisé, et de tout déléguer au Layer 2, qui eux vont être plus centralisés, mais qui vont justement permettre d'innover, de créer, d'attirer des gens, d'avoir de nouvelles techniques. Et ces innovations peuvent après inspirer Ethereum, peut-être dans le futur. Et le L1 est toujours pas abandonné. Hein. Il y a plein de trucs qui arrivent sur le L1. Il y a une roadmap de zinzin que, encore une fois, il me faudra 1 heure de vidéo pour en parler. On n'abandonne pas le L1. C'est juste que le L1 devient le socle pour toutes ces L2. Et pour le moment, le futur a l'air incroyable. Et j'ai très hâte de voir parce que les meilleurs L2 ne sont pas encore arrivés. C'est ça qui est fou. Voilà, j'espère que c'est assez clair, parce que je sais que les blobs, ça prend beaucoup la tête aux gens qui ne comprennent pas vraiment. Mais je pense que c'est intéressant, surtout que les L2, encore une fois, c'est une technologie qui va être de plus en plus adoptée. On voit Kaspa qui commence à parler de Layer 2, il y a Solana c'est pas vraiment des Layer 2, c'est des Network Extension, mais voilà, il y a de plus en plus de trucs qui ressemblent à des Layer 2, dont le but c'est de proposer... c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais sur une L2, en plus, tu peux mettre n'importe quelle virtual machine. Tu peux mettre la SVM, la Solana Virtual Machine, tu peux mettre du Move, en fait, tu es libre. C'est une blockchain à part. Tout ce qu'elle fait, c'est posté sur le L1. Donc ça permet vraiment d'avoir un écosystème entier sur Ethereum. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que les gens soient bearish sur Ethereum, en tout cas à long terme. Court terme, c'est autre chose. Long terme. Parce qu'on va avoir un écosystème entier sur Ethereum qui va settle sur Ethereum et qui va payer des fees à Ethereum. Et même si cet écosystème utilise son propre... parce que là encore, il y a eu du FUD là-dessus, le fait que certains L2 proposent leurs jetons comme frais de gaz, parce qu'ils peuvent. Ils peuvent te faire payer les frais de séquenceur avec des jetons, je sais pas, OP, Stark, tout ça. Ça change rien. Ça change absolument rien. Tout simplement parce que eux vont devoir payer en Ethereum. Ils peuvent pas payer avec leurs jetons
à Ethereum. C'est impossible. Donc, dans tous les cas, ils vont payer avec des ETH. Ça va faire de ETH la monnaie principale pour settlement de tout cet écosystème. Et en plus de ça, de toute façon, toutes ces L2, même si elles font payer avec du Stark, on peut regarder par exemple Starknet, quelle est la crypto-monnaie qui est le plus utilisée sur Starknet en dehors des stablecoins? C'est Ethereum. Et c'est le cas sur toutes les L2. Tout simplement parce que tu es à côté de Ethereum, tu profites de la TVL, des dApps, et Ethereum devient la monnaie du Web3. C'est-à-dire, c'est la crypto-monnaie que tu peux utiliser de partout, que tu peux mettre dans n'importe quel pools, sur n'importe quel L2, et ça lui donne de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de Ethereum dans l'écosystème. Si on ajoute toutes les L2 et le L1, on n'a jamais eu autant d'Ethereum dans tout l'écosystème. Parce que justement, toutes ces L2 utilisent beaucoup d'Ethereum. Voilà, je pense que si vous avez été sur une L2, vous avez forcément eu de l'Ethereum. Et même sur Stark, vous avez eu de l'Ethereum. Ça répand son utilité. Donc c'est extrêmement bullish. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça absolument incroyable. De toute façon, on va passer plein d'épisodes à en parler. Il y a tellement de choses à dire. Parce que là, je parle juste des roll-up, mais il y a des based roll-up. Il y a plein de choses différentes. Il y a plein de projets qui font des choses différentes. Encore une fois, c'est vraiment un milieu libre et on a vraiment une ébullition de talents. Et ça va être vraiment passionnant. Là, c'était vraiment pour parler de la base. Qu'est-ce que les blobs? Pourquoi on est en bonne voie? Et pourquoi ça va être un peu long, mais je pense qu'à la fin, ça va être incroyable, et je pense que une grosse partie de l'écosystème va finir sur Ethereum. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de L1 qui commencent à faire des L2. Voilà, j'espère, ce sera pas un peu long, désolé. J'espère que vous avez vachement apprécié. Je le dis jamais, à chaque fois j'oublie, mais on a un Discord gratuit qui s'appelle Decrypted. N'hésitez surtout pas à venir, et si vous avez des questions, posez-les-moi là-bas. C'est encore mieux parce que je réponds rarement sur YouTube, j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, des articles à écrire. N'hésitez pas à me poser la question là-bas. Je suis beaucoup plus présent là-bas et je vous répondrai à coup sûr. Voilà, je vous fais de gros bisous et à l'épisode prochain. Ciao, ciao.